dois faire mon devoir, je sens qu'une force intérieure me pousse à le faire. Oui, mais quelle est l'origine de cette force? Est-ce une origine purement individuelle, purement personnelle? Auquel cas le devoir serait fondé sur ma liberté, sur ma volonté? Ou bien au contraire, ne serait-ce pas une origine sociale, une origine collective? Auquel cas le devoir serait plutôt une contrainte qui s'exerce sur moi. Alors on peut faire ici deux observations. La première, c'est que, en effet, les devoirs semblent bien être extrêmement variables, extrêmement relatifs à leur contexte culturel, à leur contexte temporel, selon les époques, selon les lieux, selon les sociétés. Les devoirs semblent bien changer, et on le sait, tout ce qui est variable, tout ce qui est relatif, c'est ce qui est culturel. Et puis la seconde observation, c'est qu'on voit bien comment l'enfant, comme l'individu, acquiert progressivement, par intériorisation, le devoir. Cela par l'effet constant de la pression des parents, de la famille, de la société, du milieu où il vit. Et l'on voit ici comment le devoir est intériorisé selon un système de récompense et de punition. Vous reconnaissez ici ce que Sigmund Freud appelle le surmoi, c'est-à-dire l'ensemble des interdits parentaux intériorisés par l'individu durant son enfance. Et parce que le devoir est transmis à chaque génération de la même façon, il est dans l'individu comme le passé de la société. Oui, mais alors on voit qu'ici le devoir se fait conformisme. Il s'agit en effet de suivre la morale du groupe. Et il n'est pas seulement conformisme, il est aussi moralisme, c'est-à-dire qu'il s'applique à dire aux autres ce que devrait être leur devoir. Comme le fait souvent ce garçon. Il y aura donc plusieurs devoirs, parce qu'il y a plusieurs sociétés, et le devoir aura cette fonction de maintenir la cohésion du groupe, finalement. Il est une habitude qui cimente les comportements. C'est ce qu'écrit Bergson, Henri Bergson, dans Les deux sources de la morale de la religion. Bergson, parlant de ce devoir, écrit que, en temps ordinaire, nous nous conformons à nos obligations plutôt que nous ne pensons à elles. S'il fallait chaque fois en évoquer l'idée, énoncer la formule, il serait beaucoup plus fatigant de faire son devoir. Mais l'habitude suffit, et nous n'avons le plus souvent qu'à nous laisser aller pour donner à la société ce qu'elle attend de nous. Ah, oui. Question, est-ce qu'il n'y aurait alors que des devoirs sociaux toujours particuliers? Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un devoir qui pourrait être universel, ah oui, universel, et qui serait fondé non pas sur la contrainte sociale, oui, mais sur une forme d'autonomie, de liberté individuelle? Très bonne question. Alors c'est vrai, observons aussi que nous trouvons en l'homme cette capacité de s'opposer au devoir collectif. L'homme, en effet, peut prendre conscience de son surmoi social, et de la sorte, il peut s'en distancier, il pourra le critiquer. L'homme pourra, en tant que sujet, décider alors consciemment d'adhérer ou de se soustraire à ce devoir. Et il pourra alors se sentir obligé, en effet, par le devoir qu'il reconnaîtra par sa conscience, on dira, par le devoir qu'il reconnaîtra en conscience. La conscience peut alors retrouver là un devoir non pas particulier, mais un devoir universel. Moi, Henri Bergson, je tiens à remarquer que lorsque la société nous dicte notre devoir, nous agissons par habitude seulement, c'est-à-dire automatiquement. Et la conscience n'est finalement pas présente. Mais quels sont les moments où notre conscience atteint au contraire le plus de vivacité? Ne sont-ce pas les moments de crise intérieure où nous hésitons entre deux ou plusieurs parties à prendre, où nous sentons que notre avenir sera ce que nous l'aurons fait? Eh bien précisément, ces moments de crise intérieure sont les moments où nous nous posons la question de notre devoir, souvent dans le cas d'une situation de conflit de devoirs, c'est-à-dire entre des devoirs qui s'opposent. On voit d'ailleurs alors que la conscience, qu'elle soit psychologique ou morale, signifie toujours le choix.